Bienvenue sur Chronique, le podcast de Mapato, pour comprendre et déstigmatiser les maladies chroniques. Dans cette série, nous donnons la parole à ceux qui vivent la maladie au quotidien, patients, aidants et soignants. Ensemble, nous explorerons des thèmes essentiels comme l'alimentation, la sexualité, le travail, la gestion du quotidien et la prise en charge médicale. Nos invités partageront avec vous leurs expériences, leurs conseils et leurs visions. Notre mission est simple: informer et déstigmatiser la vie avec une pathologie, tout en cultivant un esprit positif et collaboratif. Je suis Lorraine, patiente et votre hôte sur Chronique. Ensemble, partons à la découverte de témoignages inspirants qui, je l'espère, sauront vous éclairer et vous accompagner jour après jour. Cet épisode de Chronique est soutenu par Lily, un laboratoire engagé pour améliorer le quotidien des personnes vivant avec une maladie chronique. L'obésité est une maladie complexe, bien plus qu'une question de volonté, et mérite une prise en charge adaptée. Lily s'investit aux côtés des patients pour mieux comprendre leurs besoins et développer des solutions qui peuvent vraiment faire la différence. Parce que chaque personne mérite un accompagnement bienveillant et efficace. Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre saison consacrée à l'obésité. Aujourd'hui, nous recevons le Dr Najat Achamra, professeur de nutrition au CHU de Rouen, où elle dirige le service de nutrition labellisé CSO. Elle accompagne au quotidien des patients en situation d'obésité, mais aussi des personnes souffrant de dénutrition ou de troubles du comportement alimentaire. Avec elle, nous allons revenir sur les grandes questions autour de l'obésité. Comment la définit-on et quelles en sont les causes multiples ? Quels préjugés persistent encore aujourd'hui, y compris dans le milieu médical ? Quelles complications peuvent en découler et surtout comment mieux accompagner les patients ? Nous parlerons aussi de l'importance d'une prise en charge pluridisciplinaire, du rôle de l'alimentation équilibrée, des troubles du comportement alimentaire et de l'accès parfois compliqué à une alimentation saine pour les personnes en situation de précarité. Un échange riche pour mieux comprendre l'obésité dans toute sa complexité, loin des clichés et des injonctions et avec des conseils pratiques pour le quotidien. Excellente écoute à toutes et à tous. Eh bien, bonjour Najat. Bonjour Lorraine. Je suis ravie de t'accueillir sur le podcast Chronique de Mapato pour un épisode dédié donc à l'alimentation et à l'obésité pour cette saison dédiée à l'obésité. Donc, je vais te poser la première question que je pose à tout le monde, c'est: est-ce que tu peux te présenter et nous parler de ton rôle au sein du service de nutrition du CHU de Rouen et du CSO? Merci, Lorraine, d'abord de m'avoir invitée, à ce podcast, Mapato. C'est un plaisir d'être avec vous. Donc, moi je suis, professeure de nutrition effectivement au CHU de Rouen. Je dirige le service, et donc au sein du service, on va prendre en charge des patients, en situation, d'obésité puisqu'on est, labellisé, CSO, hein, centre spécialisé obésité. Et puis dans nos autres activités, dans le service, on prend aussi en charge des patients, qui présentent, des tableaux de dénutrition, dans des contextes, de pathologie, qui nécessitent parfois de la nutrition artificielle. Et on a aussi une expertise sur le champ, dans le champ des troubles, du comportement alimentaire. Alors certains troubles du comportement alimentaire, associés à l'obésité, on va certainement en parler. Et puis, d'autres, troubles du comportement alimentaire comme, l'anorexie, ou, la boulimie. Voilà, donc on a, une activité, très variée. Ouais, c'est hyper intéressant et puis comme tu le dis, on va voir qu'il y a, des pathologies qui s'entrecoupent, durant le podcast. Donc, la question que je voulais te poser, c'est: pourquoi est-ce que tu as choisi de te consacrer à la nutrition et en particulier à la prise en charge de l'obésité? Alors j'ai choisi, la nutrition parce que, c'est une spécialité qui est très, transversale. Et multi, professionnelle. Donc quand on fait de la nutrition, on va travailler avec, le gastro-entérologue, l'endocrinologue, le psychiatre, le chirurgien digestif, notamment, dans le champ, de l'obésité. Et puis on va travailler aussi, avec, les collègues soignants. Nous dans le service, on a, des infirmières, diététiciennes, psychologues, diététiciens aussi, psychologues, des enseignants en activité physique adaptée, des socio-esthéticiennes. Donc c'est toute cette, richesse qui m'a beaucoup plu donc quand j'ai découvert, le service de nutrition, il y a, quelques années déjà maintenant.
Super. Et ben, pour, démarrer justement cet épisode, vraiment dédié, bah, à l'obésité, on va aborder une première partie qui est, donc, les causes et la compréhension. Moi, je voulais connaître justement les principales causes de l'obésité aujourd'hui et est-ce qu'on peut vraiment parler d'une seule cause? Alors c'est une très bonne, question. D'abord, je pense qu'il faut commencer par, définir de quoi on parle. Donc quand on parle d'obésité, il y a une définition de l'OMS, hein, de l'Organisation mondiale de la santé. L'obésité, c'est, défini pour faire simple par un excès de masse grasse. Et on a, dû mettre, des critères, des seuils. On aime bien mettre des seuils, en médecine, et ces seuils donc, sont basés sur, l'IMC, donc l'indice de masse corporelle. Je pense que ça, c'est quelque chose d'assez bien connu par le grand public, c'est le poids divisé par la taille au carré et on va parler d'obésité quand notre IMC, il est supérieur à 30. Voilà. Et après donc on a, différents grades, d'obésité, hein, plus ou moins, sévères. Le grade 1, grade 2, grade 3. Le grade 3, c'est celui qu'on appelait obésité, morbide, mais on dit plus comme ça, on dit obésité de grade 3 ou obésité massive et en dessous de 30 d'IMC, on n'est plus en obésité, on est, dans le surpoids quand on a un IMC entre 25 et 30. Et alors les causes, de l'obésité, elles sont, bien sûr multifactorielles, hein. Nous, quand on voit, des patients, en consultation pour la première fois pour, obésité, c'est des consultations qui durent, très longtemps. On va reprendre l'histoire du patient, de l'enfance jusqu'à, l'âge adulte et bah, on va rechercher déjà dans l'enfance, l'environnement dans l'enfance. Est-ce qu'il y avait des parents, en situation, d'obésité? On sait que un enfant qui a, au moins un parent en situation d'obésité est plus à risque lui-même, d'être en obésité. Il y a des prédispositions, génétiques et il y a aussi des facteurs environnementaux, voilà, toute l'éducation, autour de l'alimentation, c'est quoi manger, équilibré? Qu'est-ce que ça veut dire? On y reviendra peut-être, après. L'exposition aux écrans, et même au-delà de ça, on sait, par des données plus récentes de recherche que les 1000 premiers jours, donc de la conception, jusqu'aux 2 ans de l'enfant, vont avoir, voilà, un impact important sur le risque, d'obésité. Donc ça, c'est dans l'enfance et puis après, au cours de la vie, il peut se passer beaucoup de choses, hein. On peut, voilà, avoir des accidents de la vie, des traumatismes. On interroge, nous, beaucoup, nos patients sur, des situations de harcèlement, notamment chez, les collégiens, les enfants, à l'école. Ça expose, bien sûr, à des risques de troubles, sur le plan psychologique et également à des troubles du comportement alimentaire. Et puis on va les interroger aussi sur, les régimes, les fameux régimes restrictifs. Mmh. On sait que le fait d'avoir fait, beaucoup de régimes, bah, ça expose à, un risque, d'obésité dans la suite. Donc vous voyez, il y a beaucoup de facteurs. Il y a certes des prédispositions, génétiques, voire même épigénétiques. Épigénétique, c'est tout ce qui va se passer avant même notre naissance. Ça, c'est un champ qui est vraiment, passionnant. Et puis il y a il y a aussi des facteurs, environnementaux. Voilà, j'ai pas parlé, de la sédentarité, voilà le manque d'activité physique, et cetera. Ouais, donc c'est vrai qu'il y a énormément de causes qui peuvent être liées. Dans la suite de mes questions, c'est vrai que c'était de connaître un peu le rôle de l'environnement social, économique, psychologique, dans l'apparition de l'obésité. Ça y répond un petit peu, cette première partie, mais tu as peut-être d'autres choses à dire sur le sujet. Oui, oui, c'est vraiment très, très important. En fait, l'obésité, c'est pas seulement, de quelque chose d'individuel. Je pense que Mmh. ça il y a aussi un enjeu, collectif et sociétal. On sait que l'obésité va toucher, les populations les plus précaires. Ça c'est bien montré dans les différentes, enquêtes. Qui dit précarité dit, une difficulté, d'accès à des aliments, qui ont une
bonnes valeurs nutritionnelles. Et malheureusement, les produits ultra transformés, pour parler de ceux-là, sont généralement moins chers que les produits, les fruits, les légumes, les produits Mmh. frais, le poisson et la viande. Et donc on sait que ces produits ultra transformés sont plus consommés dans les populations les plus précaires. Donc il y a un lien qui est pu à démontrer entre l'obésité et la précarité. Ouais, c'est hyper intéressant. Est-ce que, de ton côté, tu trouves qu'il existe encore beaucoup de préjugés autour, de l'obésité? Oui, malheureusement. Donc ça, c'est Mmh. aussi des choses, des éléments qui nous sont rapportés par les patients quand on les voit en consultation. Et puis c'est des choses qui sont publiées, hein, dans les études, en termes de santé publique. Le fait d'être en situation d'obésité, ça expose plus, à plus de discrimination. On a moins d'accès, aux emplois parce que, être en situation d'obésité, ça peut être associé, au fait d'être, voilà, moins travailleur, d'avoir moins envie de travailler. Bien sûr, c'est des préjugés qui sont, complètement faux. Ça fait partie aussi du champ de ce qu'on appelle la grossophobie. Donc ça, Mmh. c'est quelque chose, dont on parle de plus en plus depuis, quelques années. Et d'ailleurs, nous, au CHU de Rouen, dans notre équipe, on a, créé une formation. C'était ma collègue, le docteur, Vanessa Follop, qui avait monté ça il y a quelques années. Une, formation destinée aux soignants, pour lutter contre, la grossophobie, contre, OK. ces discriminations. Parce qu'en fait, ça touche, le grand public, mais ça touche aussi le milieu soignant, les médecins aussi. Quelquefois, on a des patients qui nous rapportent des propos, de médecins qui sont, vraiment, Mmh. inacceptables. Ouais. Oui, c'est vrai que ça touche, tout milieu, tout type de personnes. Tu en as parlé un petit peu tout à l'heure sur la partie justement, cause où le harcèlement peut être, justement une cause, de l'obésité et les pathologies, de santé mentale. Est-ce que justement, moi j'aimerais connaître les principales complications médicales, mais également psychologiques qui peuvent être associées à l'obésité? Oui, alors il y en a, malheureusement, beaucoup. Les complications médicales, bon, on peut déjà parler des complications, cardiovasculaires. Donc quand on dit complications cardiovasculaires, c'est, plus de risques, de faire, un infarctus du myocarde, de faire un accident vasculaire cérébral. L'obésité, c'est aussi associé à plus, de diabète, plus, d'hypertension, Mmh. artérielle. Il y a des complications aussi, au niveau rhumatologique avec, plus d'arthrose. L'arthrose au niveau des hanches, des genoux. On va avoir aussi, une obésité qui va exposer à plus de risques de cancer, cancer du côlon, cancer du sein chez la femme, surtout après, la ménopause. Et puis, il y a d'autres, complications que tu mentionnes, hein, qui sont des complications, psychologiques, voire, psychiatriques, avec plus de dépression, et d'anxiété. Donc, c'est Mouais. pour ça que la prise en charge de l'obésité, elle doit absolument être, multidisciplinaire et associée, à la fois à la prise en charge, diététique, nutritionnelle, l'activité physique, mais aussi la prise en charge, psychologique. Ouais. Oui, c'est un ensemble en fait, que ce soit, médical, mais aussi, santé mentale puisque, l'un, ne va pas sans l'autre. Exactement. Pour la deuxième partie sur l'alimentation équilibrée et les comportements, j'aimerais savoir comment, définir concrètement une alimentation équilibrée aujourd'hui? Ah, c'est une très bonne question, Lorraine. Comment définir une alimentation équilibrée? En fait, on commence à revenir de ce concept d'alimentation équilibrée, Mmh. et on commence à revenir justement sur, le fait de mettre, voilà, des règles, un nombre, de fruits et légumes à manger par jour. Oui. C'est quelque chose qui est très, controversé même, au sein des experts, on va dire ça comme ça, de la nutrition. Heu,
Maintenant, on est plus sur une dimension, d'écouter ces sensations, de satiété, et de faim, d'avoir une alimentation la plus, diversifiée possible sans, voilà, se dire qu'il y a, des aliments qui font grossir, des aliments qui font maigrir. Alors il y a aucun aliment ne fait grossir et aucun aliment ne fait maigrir. Ce qui va être important, c'est vraiment, une consommation, rationnée Ouais, de chaque aliment, et d'être dans la diversification. Alors c'est facile de dire d'écouter ces sensations de faim et de satiété, mais on a beaucoup de patients qui nous disent: «Bah, moi, je ressens pas la faim et je ressens pas la satiété» et donc dans ces cas-là, il faut accompagner les patients, pas tout seul, hein, avec, nos collègues diététiciens et avec, les psychologues aussi. Parce que très souvent, on peut retrouver, des troubles du comportement alimentaire, notamment, l'hyperphagie boulimique. Alors l'hyperphagie boulimique, c'est un trouble du comportement alimentaire qui est caractérisé par, des compulsions alimentaires qui sont pas contrôlables par le patient, hein. Il y a une envie de manger, qui est présente et qui doit être, assouvie, cette, compulsion alimentaire, elle est pas suivie, de manœuvres de purge. Ce qu'on appelle les purges, c'est, les vomissements, ça peut être de faire de l'hyperactivité physique, et cetera et donc dans l'hyperphagie boulimique, il y a une prise de poids qui est rapidement progressive. Il OK. peut y avoir aussi, des grignotages, voilà, pathologiques. Donc là, cette, notion en fait d'alimentation équilibrée, voilà, elle est difficile à définir. On va être plutôt sur écouter les sensations et puis quand il y a une alimentation qui est émotionnelle et bah, travailler, avec, l'équipe diététique et psychologique et des Ouais. psychologues. C'est pour ça que, on peut pas dire que l'alimentation équilibrée, elle est la même pour tout le monde parce que tout va dépendre de la personne, de son organisme, et de comment lui il vit les choses, en fait. Exactement, tout à fait. Mmh. D'un individu à un autre, on va pas déjà avoir les mêmes, besoins. Ça Ouais, c'est commence ça. déjà voilà, ça commence déjà de là. Nos besoins, énergétiques, caloriques, individuels. Mmh. Nous, on a la chance de travailler dans un CHU, CSO et on a, du matériel, qui nous permet, voilà, de mesurer les besoins énergétiques, de nos patients. On a des appareils, comme la calorimétrie indirecte qui permet de mesurer la dépense énergétique au repos des patients. Heu, D'accord. voilà, mais voilà, c'est pas quelque chose qui est accessible, en médecine libérale, par exemple. Mmh. Donc on écoute ses sensations et puis je dirais que quand ça devient, trop compliqué pour le patient et ben, c'est le moment pour le médecin généraliste ou pour le diététicien en libéral de l'adresser à un niveau de recours, plus, supérieur. Est-ce que dans le suivi que tu fais, au sein de l'hôpital, est-ce que vous remarquez, des comportements alimentaires qui sont plus fréquents, chez les personnes qui sont en situation d'obésité? Oui, alors, nous, on est un peu biaisés, au dans notre service parce on est finalement un centre de niveau, 3. Donc en fait, la Mmh. Haute Autorité de Santé, la HAS, elle définit différents niveaux de prise en charge, en fonction du tableau, en fait, du patient, du tableau clinique et de la sévérité de l'obésité. Le niveau 1, c'est, quand le patient a, un surpoids ou une obésité qui n'est pas, compliqué sur le plan cardiovasculaire et sur le plan de toutes les complications, que j'ai mentionnées tout à l'heure et la prise en charge, elle peut se faire par le médecin généraliste, en libéral, en lien avec bien sûr, sur le territoire, avec les collègues, diététiciens, psychologues, kinés, Mmh. et cetera. Quand c'est, un peu plus compliqué, que l'obésité est associée à des complications, on a un niveau, 2 où le patient doit être pris en charge par un médecin, spécialisé, dans l'obésité Ouais. et de façon, multidisciplinaire et puis, nous, notre cas de figure, c'est le niveau 3, c'est, pour les patients qui ont, d'emblée un IMC très élevé,
donc un IMC supérieur à 40, ou un patient qui veut entrer dans un parcours de chirurgie de l'obésité, ou un patient qui a beaucoup de complications, et cetera. Et donc comme on est centre de recours, et ben, on a aussi, les patients en situation d'obésité qui ont des C'est ça. troubles du comportement alimentaire, comme l'hyperphagie boulimique, dont j'ai parlé, juste avant. Mais de OK. manière, Mmh. de manière générale, la prévalence des troubles du comportement alimentaire en France, elle augmente, hein. Mmh. Et l'hyperphagie boulimique, c'est le trouble du comportement alimentaire le plus fréquent, hein, en population D'accord. générale. Souvent, on pense que c'est l'anorexie ou la Oui, c'est boulimie ça. parce que, voilà, c'est plus connu du grand public, mais en fait, l'hyperphagie boulimique associée à l'obésité, c'est le TCA le plus fréquent. D'accord. Ouais. C'est bon à savoir. C'est vrai que, quand on parle de troubles du comportement alimentaire, c'est vrai, que troubles des conduites alimentaires, c'est qu'on pense souvent à l'anorexie ou à la boulimie parce que c'est peut-être les pathologies pour lesquelles on entend le plus parler, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de prévention à faire justement sur l'hyperphagie. Exactement, et je rajouterais même que, même chez nos collègues, médecins, c'est important de faire passer le message que quand on a, face à soi un patient en situation d'obésité, et d'autant plus si l'obésité est massive et importante, il faut rechercher, l'hyperphagie boulimique à Mmh. l'interrogatoire, parce qu'on a, des prises en charge, des médicaments qui peuvent rendre service dans cette Ouais. situation-là. OK. Non, c'est très très bon à savoir. Hem, c'est vrai qu'on entend parfois, le terme restriction cognitive. Est-ce que tu peux nous en parler et tes effets justement sur le comportement alimentaire? Oui, alors la restriction, cognitive, en fait, c'est le fait, d'avoir des apports, alimentaires, caloriques qui sont, en dessous, des besoins physiologiques. Finalement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, on a chacun, des besoins, individuels, et quand Mmh je mh. me mets en restriction calorique, c'est que, volontairement, bah, je vais, diminuer par exemple, la quantité que j'ai dans l'assiette. Bah, si je mange d'habitude toute l'assiette, je vais me mettre à la moitié de l'assiette. En pensant, en arrière-pensée, que si je me restreins, je vais perdre du poids. Sauf que, comme on l'a dit tout à l'heure, hein, les régimes, restrictifs, c'est, la porte d'entrée, vers, le surpoids et vers, l'obésité, parce que ça expose au classique effet, yo-yo que les patients nous Bon. décrivent, hein. Quand on reçoit les patients, en première consultation, et qu'on reprend l'histoire, dont j'ai parlé tout à l'heure, avec les différents événements de vie, il y a très souvent des régimes, restrictifs, hein. Et puis en plus chaque année, on nous sort un nouveau régime, à la mode, qui est Mmh mh. restrictif, des régimes, hyperprotéinés, enfin je vais pas les citer, mais et les patients décrivent bien: «J'ai perdu, X kilos, mais quelques mois plus tard, j'en ai repris, 2 fois plus». Ouais. Donc c'est une très mauvaise idée. Et justement, cette restriction cognitive, est-ce que c'est très, naïf, hein, comme question, mais est-ce que c'est quelque chose qui est associé, au déficit calorique ou c'est des choses totalement différentes? Parce que c'est vrai que les personnes qui, souhaitent maigrir parlent de déficit calorique. Est-ce que c'est lié ou pas? Alors souvent, la restriction, cognitive, elle se fait, enfin, moi chez les patients, que je suis amenée à voir en Ouais, consultation, c'est plutôt en termes, de quantité, plutôt OK. qu'en termes, qualitatifs. Donc OK, d'accord. mais quand on est, oui, quelquefois on a des patients qui sont très, 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 très bien, renseignés sur la nutrition, et qui vont, vraiment calculer, leurs apports, Ouais. en glucides, en lipides, en protéines, et qui vont se positionner, en dessous vraiment de leurs apports. Mais ça nécessite des calculs un peu plus fins. J'aimerais aborder un sujet aussi, c'est l'accès à une alimentation saine, parce que tu le disais aussi au début de ce podcast, c'est que, bah, forcément, les aliments bruts, bah, coûtent, parfois, plus cher que les aliments, transformés. Quels sont un peu justement les freins à l'accès à une alimentation, plus saine, on va dire, et en particulier chez les populations précaires? Bah, il y a plusieurs niveaux de réponse, parce qu'en fait, il y a plusieurs freins. Mmh mh. D'abord,
si on reprend, au début de la vie, en fait, le 1er frein, c'est déjà l'accès à une éducation, voilà, et à de la prévention, Mmh. sur l'équilibre alimentaire, et c'est quoi une alimentation, saine. Et cet accès à cette éducation, à la nutrition, on sait que dans les populations, les plus précaires, elle se fait, elle est moins accessible, en fait. Et c'est pour ça que c'est important aussi qu'au niveau, scolaire, au niveau de l'école, il y ait aussi des choses qui soient faites, dans ce champ-là Ouais, tout à pour fait. les enfants. Ça, c'est une première chose. Après, bah, il y a bien sûr la notion de prix. Donc comme je le disais tout à l'heure, les produits ultra transformés, bah, c'est souvent, moins cher. Mais c'est pas que le prix, en fait, il y a aussi, une notion de, on va dire, entre guillemets, «praticité» et facilité. Je m'explique, j'ai beaucoup de patients et souvent patienteux qui, sont dans des milieux sociaux, économiques, bas, qui, cumulent plusieurs emplois, pour s'en sortir, qui souvent, voilà, dans la même journée, vont être, à 4 endroits de la ville, pour leur 4 boulots, qui peuvent être maman solo, voilà, avec des enfants à la maison. C'est assez difficile pour elles d'entendre, bah, ça serait bien que, vous passiez un petit peu de temps à cuisiner, à Mmh. tout faire maison et acheter, tout bio. Voilà, donc ces patientes-là, bah, elles me disent clairement, la facilité, et la praticité surtout, bah, c'est d'acheter des choses, déjà prêtes et pas Ouais. trop chères. Donc en fait, quand je parlais tout à l'heure d'enjeux collectifs et sociétal, c'est Mmh surtout mh. ça, quoi. C'est, de pas culpabiliser les gens en leur disant, «Ouh là là, c'est pas bien, vous mangez ultra transformé et vous prenez pas le temps de manger». C'est ça. Mais Mmh. quand on cumule, 3 boulots voilà, 3 boulots, dans la journée, c'est compliqué à mettre en place. Ouais, Et tout puis à là, fait. je rajouterais aussi la dernière chose, c'est que on pourrait dire, bon, bah, il y a un manque d'éducation à la nutrition, bah, il faudrait voir, des professionnels de la nutrition, par exemple des diététiciens ou des diététiciennes. Mais en fait, la consultation en libéral, elle est pas prise en charge par la sécurité sociale, c'est pas Ouais. remboursé et en fait, c'est pour beaucoup de Français, c'est compliqué, hein, de payer la consultation diète, en ville. Et Ouais, tout à fait. comme les CHU sont saturés, et bah, c'est voilà, c'est compliqué. Ouais, c'est un cercle vicieux finalement. C'est ça. Et est-ce que de ton avis, est-ce que, bien manger coûte forcément plus cher? Et comment on peut répondre à cet argument qui est souvent, entendu? Je dirais bien manger. Alors ça dépend de ce qu'on met, dans Ouais. le bien. Mais là, Lorraine, si on parle du bio, ça va nous emmener sur un sujet, Oui, très forcément. glissant. Alors, on va dire manger, équilibré, on va dire ça. Enfin, C'est avoir ça, une exactement. alimentation équilibrée. Ouais. Alors pas forcément, mais encore faut-il les avoir ces petites astuces et ça rejoint le point d'avant sur l'éducation, l'accès à des consultations diététiques. Mmh mh, mmh. Il y a des aliments qui coûtent pas très cher. Par exemple, moi, une astuce que je donne, c'est, la boîte de sardines. La boîte de sardines à l'huile d'olive, elle coûte pas très cher. Elle apporte, des protéines, des oméga 3. Il y a un temps de préparation, qui est, très, très bas puisqu'il suffit d'ouvrir la C'est boîte. ça. Voilà. Voilà, après ça va être aussi, les légumineuses qui peuvent remplacer la viande comme, les pois chiches, les lentilles, le boulgour, et cetera. Voilà, il y a des petites astuces, comme ça et sur le site mangerbouger, .fr, il y Oui, a un onglet qui s'appelle «S'alimenter sans se ruiner», qui est bien fait et qui donne toutes ces astuces-là, avec des super. recettes qui sont très rapides à faire et qui coûtent pas cher. Ah bah, ça, c'est une super astuce, on va pouvoir la partager. Voilà, Mmh. s'alimenter sans se ruiner. Super. Et bah, écoute, on partagera ça dans la légende du podcast parce que c'est vrai qu'on pense pas forcément à aller voir, sur le site mangerbouger.fr donc on mettra le Ouais. lien directement. Et il y a un autre site qui est bien fait, ça s'appelle La Fabrique à menu, La famille. qui est ouais, qui est bien fait, qui donne des idées de recettes, diversifiées, et avec, voilà des choses très abordables. Super. Trop bien. Bah, écoute, on va aller voir tout ça.
Je voulais aborder un autre sujet qui est très lié, qui est justement l'influence de l'agroalimentaire. Moi, je voulais savoir quel rôle justement jouent, les industries agroalimentaires dans les choix alimentaires des consommateurs? Ah alors ça, c'est aussi une pente glissante ça. C'est comme le bio. Ouais. Quelle influence? Bah, on va se baser sur ce qui est publié, hein, sur la Mmh. science. Ce qui est publié, c'est, manger des produits ultra transformés, c'est, associé à plus de risques, de surpoids et d'obésité. Heu, on sait, qu'au-delà, en fait, de tout ce qui est, rajouté, tout ce qui est ajouté dans les aliments, Ouais. le fait même de changer la matrice cellulaire des aliments, va avoir un impact sur le comportement alimentaire. Il y a un papier qui est sorti, récemment qui a montré que, quand vous mangez, des pois chiches, entiers ou, légèrement, écrasés, c'est très différent de manger, des pois chiches, mixés en version, houmous. Alors que Oui. c'est le même Ouais. aliment, mais juste la Mmh. structure, le fait de l'avoir, écrasé et complètement déstructuré, les cellules, ça va avoir Ouais. un effet, différent sur, le comportement alimentaire et également aussi dans cet article-là, c'est super intéressant, ça a un effet différent sur le microbiote. Et on sait que le microbiote, il joue un rôle, très important dans l'obésité et dans d'autres pathologies, chroniques. Ouais. Donc voilà, tout déjà de base, juste de changer la structure des aliments, ça a un impact significatif. Alors le fait d'ajouter des additifs, des Mmh. édulcorants, des colorants, tout ce qu'on veut dans la mixture, ça a aussi des effets, sur, le comportement alimentaire, sur le microbiote et de facto sur le poids et le risque d'obésité. Non, hyper intéressant et justement, est-ce que dans ces produits qui sont transformés, on peut aussi parler, est-ce qu'on peut parler d'addiction à des aliments ultra transformés et notamment, liés au sucre? Heu Alors, pareil, hein, la notion, d'addiction au sucre, c'est très controversé, aussi. Ouais. OK. Heu, ouais, généralement, quand on voit un patient en situation d'obésité qui a une hyperphagie, boulimique, quand on lui demande, quels sont les aliments sur lesquels, vous faites des crises, très souvent, bien sûr, ce sont des aliments qui sont plutôt, riches en calories, en sucre, en graisse. Mmh. C'est ce qu'on appelle des aliments palatables. Palatables, la palatabilité, c'est, quand un aliment vous semble bon. Par exemple, OK. dans le grand public, une glace, c'est palatable, quoique on peut ne pas aimer les glaces. Le chocolat, c'est palatable, voilà. Donc c'est OK. généralement des aliments, comme ça qu'on retrouve, mais pas que. Il y a des patients, qui vont faire des crises, de compulsions alimentaires sur des pâtes, nature, sur, voilà, n'importe quel type d'aliment, pas forcément palatable. OK. Oui. Eh ben, écoute, j'ai appris un nouveau mot, aujourd'hui Voilà. grâce à toi. Est-ce que tu dernière question un peu touchy, hein, de ton côté, mais est-ce que tu penses que le marketing alimentaire justement, il influence davantage, certaines populations comme les jeunes ou les milieux peut-être défavorisés? Ah oui, oui, bien sûr. Ouais. Alors pas forcément que les milieux défavorisés, mais le Mmh. marketing, le packaging, Mmh. notamment, sur les enfants, ça marche, très, très bien et c'est en tant que mère de famille que je te dis ça. Et voilà, quand je vais faire les courses, avec, mes enfants et que voilà, il y a un packaging attirant, même la pub, hein, la publicité, à la Mmh. télé, hein, ça c'est bien, démontré. Ça a un impact sur notre comportement, de consommateur, et même il y a des travaux qui ont montré que, tout ce qui était, olfactif, toutes les odeurs, qui sont diffusées dans les supermarchés, dans les magasins, vont avoir un impact sur, notre comportement et nos choix alimentaires. Tout ça pour dire que, tout ce qui va être, dans la sphère, olfactive, va avoir un impact
la régulation, de notre comportement. C'est vrai qu'il y avait à une époque, enfin je dis à une époque, ça remonte à un petit moment, mais il y avait pas mal de justement d'articles qui montraient que des boulangeries utilisaient justement, des senteurs, pour faire, Oui, appâter les personnes à venir dans la ouais. boulangerie, donc c'est Et vrai ça que c'est connu. ça se fait aussi dans les supermarchés. Ouais, ça m'étonne pas. Prochaine partie, c'est sur justement la pression sociale et un peu les injonctions. Je voulais savoir comment expliquer les injonctions contradictoires autour de l'alimentation, de, manger équilibré d'un côté, mais aussi de l'autre côté, c'est fais-toi plaisir. Mmh. Donc, comment on explique un peu ces injonctions? Ouais, ça c'est assez, fréquent, voilà, que les patients soient perdus par rapport à C'est ces ça. messages-là, et c'est des choses justement qui nécessitent d'être travaillées, en équipe avec, diététiciens, psychologues. Alors nous, en fait, on travaille beaucoup sur, de l'éducation thérapeutique et je Mmh. le redis, on a aussi le luxe de travailler dans un service, de centre, hospitalier. Et qui avec, voilà donc toute l'équipe multidisciplinaire et on a mis en place, des ateliers justement, notamment des ateliers sur, l'impulsivité, alimentaire, sur, l'écoute des sensations de faim, de satiété. C'est quoi avoir faim? C'est quoi ne plus avoir faim? Quand est-ce qu'on considère que, ça c'est un aliment, juste, pour me faire plaisir? Quand est-ce qu'on considère que c'est du grignotage? Tout ça, c'est difficile à appréhender, pour les patients Mmh. et ça se travaille en fait en accompagnement. Mais, je suis d'accord avec toi, hein, ça peut paraître ambivalent pour les patients qu'on leur dise: «Mangez de tout, il y a rien qui fait grossir, ne vous interdisez rien», mais en même temps, il faut faire attention. Ouais, et tu penses qu'il y a un impact justement sur les personnes qui sont en situation d'obésité? S'ils sont dans un process justement, de perte de poids et d'être justement perdus entre, ces 2 phrases et de se dire: «Bah, je suis complètement perdu, je sais plus quoi faire», et de mettre de côté cet accompagnement? Oui, alors la notion de personne complètement perdue qui ne sait plus quoi faire, ça c'est quelque chose c'est très, très fréquent, c'est assez classique et c'est Ouais, même, compréhensible parce que, à l'ère là, on n'en a pas encore parlé, mais à l'ère des réseaux sociaux où, n'importe qui, s'autoproclame expert en nutrition, derrière son écran et vous donne, des conseils voilà, la recette magique pour perdre du poids, c'est celle-ci et puis vous allez sur un autre compte et on vous dit complètement le contraire. Donc ça explique aussi que les gens soient perdus. Vous c'est rajoutez à ça. ça le problème, dont on a déjà parlé d'accès à des spécialistes en nutrition, et voilà, ça vous donne des patients qui sont, complètement perdus et qui vont, essayer d'appliquer, des recettes miraculeuses, qu'ils ont trouvées sur les réseaux sociaux et ça peut Ouais. faire, plus de mal que de bien. Ouais, totalement, et justement dans les parcours, que vous avez, au CHU, est-ce que vous avez aussi, toute cette partie, d'aider le patient à sortir, du cycle, culpabilité, restriction, frustration? Parce que je pense que c'est un gros sujet aussi chez les patients en situation d'obésité. Oui, tout à fait. Ouais, ouais. On a, nous au CHU, on a même un programme qui est dédié à ça, hein, qui est dédié, OK. aux troubles du comportement alimentaire, dans l'obésité. C'est quelque chose qui implique les différents, soignants que j'ai déjà mentionnés tout à l'heure, hein, diététiciens, psychologues, et cetera. On travaille beaucoup sur la thérapie cognitivo-comportementale. Donc la thérapie Mmh. cognitivo-comportementale, c'est, une psychothérapie qui est basée à la fois sur, l'écoute, l'observation du patient, mais aussi de la mise en pratique et donc on parle de TCC, Oui. l'acronyme c'est ça et la TCC, c'est vraiment
la thérapie qui a un haut niveau de preuve dans la prise en charge des troubles du comportement alimentaire, que ce soit dans l'obésité ou même dans l'anorexie ou la boulimie. Et vraiment, c'est ce que tu décris, hein, c'est, écouter le patient, lui demander par exemple, quelle est la dernière situation à laquelle vous avez été confronté, et où vous avez eu une crise, compulsive. Il vous la raconte, vous la décryptez ensemble et puis ensemble, on va se dire: «Bon, bah, la prochaine fois que ça arrive, qu'est-ce que je pourrais mettre en place pour, éviter d'avoir une compulsion, alimentaire?» C'est Mmh. globalement le principe de la TCC et c'est très bien fait par les psychologues. Ouais, c'est hyper intéressant. C'est là où, comme tu disais là tout à l'heure, de personnes qui, peut-être ont envie, qui sont peut-être en surpoids, en situation d'obésité, qui ont besoin d'avoir, un suivi pour perdre du poids, c'est de, bah, pas se fier, comme tu le disais, aux réseaux sociaux avec des personnes, qui s'autoproclament, diététiciens, nutritionnistes ou autres, alors qui n'ont pas de bagages et de vraiment avoir une pluralité dans dans les professionnels qui les accompagnent et notamment sur la partie psychologique. Ouais, tout à fait. Mmh. Ouais. Sur la partie, psychologique, bah, nous, on oriente, nos patients vers, les psychologues, en libéral, hein. Mmh mh. Il y a beaucoup de psychologues en libéral qui sont formés pour, la TCC. Il y a aussi, l'hypnose qui peut aussi avoir un intérêt, dans, les troubles du comportement alimentaire. C'est pas Ouais, c'est quand même la TCC en ce qui a été démontré, c'est la TCC, mais l'hypnose, ça a aussi un bénéfice dans les études, qui sont publiées. super. Ah Et pour rester dans le dans le pratico-pratique, oui, on a parlé de précarité tout à l'heure et d'accès aux soins. Il faut se renseigner auprès de sa mutuelle parce qu'il y a beaucoup de mutuelles qui proposent des prises en charge, psychologiques. Souvent, c'est des packs totalement. de 5-6 consultations, chez le psychologue et j'ai beaucoup de patients, qui ont pu en bénéficier comme ça. Ouais, totalement. Avant d'aborder la dernière partie, les 2 petites questions. Je voulais savoir comment on peut concilier justement le plaisir de manger, l'alimentation, équilibrée à une prise en charge, de l'obésité? Et ben, en étant accompagné. En fait, ouais, en fait, c'est très quand l'obésité est installée, c'est très difficile, en fait, de s'en sortir, seul, sans accompagnement et comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est assez flou, voilà, les d'entendre, à la fois, «Faites attention» et puis, «Mangez, faites-vous plaisir, n'oubliez pas de vous faire plaisir». C'est ça. Donc Mmh. voilà, donc je pense que la base, le premier conseil, c'est, si on veut entamer une démarche de prise en charge de l'obésité, c'est d'aller voir son médecin traitant, de lui en parler, et puis, ensuite, bah, soit le médecin traitant, il est, formé et il se sent capable d'assurer cette prise en charge et c'est très bien. Il le fera en lien avec, l'équipe de soignants, sur son territoire ou sinon il peut réadresser le patient. Ce qui est aussi important à dire et je crois que je ne l'ai pas encore dit, du tout depuis le début de ce podcast, c'est que la prise en charge de l'obésité, elle doit pas viser que, une perte de poids, elle doit aussi viser un mieux-être et une meilleure, Ouais, qualité de vie. Par exemple, moi, j'ai des patients, qu'on suit, pour, la prise en charge de leur obésité. Le poids, il a pas diminué de façon significative, mais ils sont moins essoufflés, ils ont, un meilleur moral, ils sont moins déprimés, moins anxieux, voilà, donc ouais, je voulais insister aussi sur ce message-là, qu'il fallait pas faire un focus exclusif sur le poids, mais sur, la santé au global c'est et ça. la qualité de vie. Ouais, totalement et c'est grâce à cet accompagnement-là que justement tu éviteras les effets, yo-yo. Exactement, ouais. Mmh. C'est grâce à cet accompagnement-là, qu'on va, voilà, l'idéal, c'est d'avoir un accompagnement, diététique, avec, donc des rendez-vous réguliers, un travail sur, des journaux alimentaires. Un journal alimentaire, c'est simplement de marquer, ce qu'on a mangé sur, la semaine qui s'est écoulée et ensuite de voir avec, le diététicien, la diététicienne, là où il y aurait des petites choses à modifier. Donc ça, cet accompagnement-là, il est essentiel. Super. Pour la dernière partie du coup, sur la prise en charge, au CSO de Rouen,
je voulais connaître justement quelles sont les spécificités, de la prise en charge de l'obésité à Rouen? Alors à Rouen, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, on a différents niveaux de prise en charge. Donc on va avoir, la prise en charge ambulatoire, en consultation. Donc avec un suivi, voilà, avec le médecin nutritionniste, les consultations diététiques et psychologiques. Quand il y a, un besoin, spécifique sur une problématique spécifique, on a développé, des hôpitaux de jour, avec, voilà, des thématiques comme, gestion de l'impulsivité alimentaire, comme, équilibre de vie. Par exemple, on a un programme qui s'appelle un TAP, c'est un traitement ambulatoire pluridisciplinaire qui s'appelle Équilibre OK. de vie, qui reprend les bases de tout ce que je t'ai dit tout à l'heure. C'est quoi, manger, entre guillemets «équilibré», c'est quoi les sensations de faim, de satiété, l'activité physique, qu'est-ce que c'est? Et cetera. C'est vraiment la base et puis après, de façon plus spécifique, on peut orienter aussi vers des programmes, relancer une activité physique, par exemple. On a la chance d'avoir des enseignants en activité physique adaptée. Donc ça, c'est de la prise en charge en hôpital de jour et puis quelquefois, ça peut être, nécessaire d'hospitaliser, faire une hospitalisation complète, des patients, quand par exemple, tu vas avoir des troubles du comportement alimentaire, très, envahissants, comme, des patients qui vont, se lever la nuit, pour manger toutes les nuits, qui vont avoir une hyperphagie boulimique dans la journée, voilà qui est très, invalidante, qui altère leur qualité de vie. Voilà, donc on a différents niveaux de prise en charge. L'autre spécificité, c'est, la chirurgie, bariatrique avec le parcours de chirurgie bariatrique. Ouais. Alors c'est pas une spécificité de Rouen, hein, parce que, tous les centres spécialisés obésité, proposent des parcours, concernant la chirurgie, bariatrique. Je ne sais pas si tu veux que je développe maintenant cet aspect-là sur Oui, la oui, chirurgie vas-y. bariatrique? Ouais. Ouais. Donc la chirurgie bariatrique, c'est, une prise en charge de l'obésité qui doit rester, du deuxième recours. C'est-à-dire Ouais. une fois qu'on a essayé une prise en charge médicale avec règles, hygiéno-diététiques, voilà, rééquilibrer l'alimentation, activité physique, prendre en charge un éventuel trouble du comportement alimentaire, s'il existe, soutien psychologique et qu'il y a un échec de cette prise en charge, après 6 à 12 mois de prise en charge, on peut évoquer la chirurgie bariatrique. Après, pareil, hein, la Haute Autorité de Santé, l'AHAS, a émis, des recommandations avec des contre-indications, des indications, hein. C'est toujours, bien cadré tout ça. Et la chirurgie bariatrique, il va y en avoir 2 types qui sont, bien connus dans le grand public. La sleeve, Ouais. c'est, pour faire simple, hein, on va enlever, 2/3 de l'estomac et donc l'estomac va être tout petit. Donc c'est ce qu'on appelle une chirurgie, restrictive et puis on va avoir, le bypass. Et le bypass, c'est, une réduction du volume de l'estomac et en plus, il y a, comme son nom l'indique, un bypass. Donc on va shunter une partie du tube digestif et donc ça va, créer de la malabsorption, donc c'est une chirurgie restrictive et malabsorptive. Bon ça OK. c'est des détails, peut-être pas nécessaires, mais ce qui est important de savoir, c'est que quand on se lance dans un parcours de chirurgie bariatrique, il y a un accompagnement qui est, obligatoire, j'allais dire, important, mais c'est en fait obligatoire parce que le après, va être important. Donc une fois qu'on a été opéré, on va manger, de petites quantités. Il y a des patients qui vont avoir besoin de fractionner, leur alimentation sur la Oui. journée. On a des patients qui vont faire, 5-6 petits repas sur la journée, il y a un risque aussi de carence, hein, carence en vitamines, en oligo-éléments. Il y a un risque de perte de poids de perdre du poids trop rapidement, un risque de dénutrition. Donc c'est important qu'il y ait un suivi derrière et c'est recommandé par, la Haute Autorité de santé. OK. Et en t'écoutant, parler, ça il y a une question qui m'est venue, parce que justement tu parlais d'activité physique adaptée. C'est vrai qu'on en a pas énormément parlé dans ce podcast, parce qu'il y aura un podcast vraiment dédié, au sport et à l'obésité.
Est-ce que, heu, les personnes qui vont se mettre justement à une activité physique adaptée dans le cadre d'un parcours, est-ce que j'ai pas possiblement pas les bons termes, mais est-ce que tes attentes nutritionnelles pour ton corps, elles sont différentes justement? Est-ce que tu dois manger justement plus de protéines quand tu te mets à l'activité physique adaptée et c'est là où tu dois, avoir vraiment un bon suivi, avec un nutritionniste dans le cadre d'une activité physique? Alors, c'est une bonne question. En fait, quand on dit activité, physique, c'est pas forcément le sport. Mmh. Et justement, c'est, un malentendu avec, Ouais. beaucoup de patients. Quand on leur demande: «Vous faites de l'activité physique?» Ils comprennent: «Est-ce que vous faites du sport?» Or Mmh. l'activité physique, ça va être, tout, mouvement qui, est associé à, une dépense énergétique. Donc, marcher, c'est de l'activité physique, faire son ménage, voilà, c'est n'importe quel, effort, qui sollicite, vos muscles, c'est de l'activité physique. Ça, c'est Ouais, important à dire, voilà, on n'est pas obligé d'aller s'inscrire à une salle de sport c'est ou, ça. Mmh. de courir, 2 fois par semaine, pour, faire de l'activité physique. Ça, c'est une première chose sur la définition. Et ta question, c'était sur les besoins, voilà, sur les besoins, Ouais, c'est ça, exactement. énergétiques? Ouais. En fait, quand on fait de l'activité, physique, forcément, on augmente la dépense, énergétique et on va avoir des apports, qui sont un peu plus élevés. Mais il faut vraiment avoir un niveau d'activité physique, je dirais, significatif, Oui. pour être amené à majorer, les apports en calories et en protéines. Dans le OK. cadre de la prise en charge, de nos patients en situation d'obésité, heu, voilà, c'est une activité physique souvent qui est, une relance, c'est Mmh. plutôt de l'activité douce, de la marche, du renforcement musculaire. Ça nécessite pas forcément, d'enrichir l'alimentation, Mmh. voilà, en protéines, sous réserve d'avoir bien vérifié déjà, que les apports du patient, en protéines Ouais. sont bien couverts, dès au départ. Ouais. OK. Non, mais c'est hyper intéressant. Je voulais savoir pour terminer ce podcast, quel message toi tu souhaiterais faire passer, aux personnes qui sont concernées par l'obésité, qui nous écoutent aujourd'hui et qui ont, justement peut-être peur de commencer un parcours, parce que, c'est vrai que peut-être que parfois il y a des attentes un peu trop élevées, auprès des patients en disant: «Il faut que je perde tant de poids et je pense que j'y arriverai pas». Ouais, bah, moi le message, c'est un peu un résumé des éléments que j'ai donnés, Mmh. juste avant et ça va reprendre finalement, ce que me disent, mes patients quand je les vois en consultation. Heu sur l'inquiétude, c'est vraiment quelque chose, qu'on voit, hein, en consultation. Moi, quand je vois des patients, souvent la première consultation, ils sont pas à l'aise, hein, d'être là, hein. C'est ça. Ouais. Ils sont gênés, ça arrive souvent qu'on me dise en fin de consultation: «Ah, je suis rassurée, ça s'est bien passé, parce que, ça me stressait un peu de venir vous voir», parce qu'il y a un sentiment, de honte, de culpabilité. Souvent, c'est des patients, qui ont déjà expérimenté, le corps, médical, médico-soignant et qui ont eu, voilà, qui ont reçu des propos, voilà, grossophobes, on va dire les choses clairement. Ça, c'est des choses qu'on nous dit, hein, en consultation. Et la voilà, ce que j'aurais envie de dire, c'est que, il existe, des médecins et des soignants, bienveillants, qui sont, voilà, d accessibles. Alors, qui sont accessibles, malheureusement, on va quand même être, prend sur, l'accès aux soins, l'accès à une consultation, de nutrition, sur le territoire en France, ça reste, compliqué. Nous, on a des délais de consultation qui sont compliqués, donc on travaille sur des relais de prise en charge en ambulatoire et notamment en lien avec la médecine générale et d'autres structures, au niveau, du territoire. Ouais. Mais de dire aux patients de ne pas avoir peur de faire, le premier pas, et également une autre chose que j'ai souligné tout à l'heure, mais je vais le redire parce que je pense que c'est important, de pas, se dire: «J'ai pas perdu de poids donc ça sert à rien, ça voilà, c'est un C'est échec». ça. Voilà, que la prise en charge, elle doit être, globale, c'est une amélioration de l'état de santé global, une amélioration de la qualité de vie. Voilà qu'il faut cibler.
Et puis un dernier focus parce que je peux pas m'en empêcher parce que je vois tellement de choses sur les réseaux sociaux, Vas-y. voilà de débrancher Instagram et d'essayer de pas se fier à ce qu'on leur raconte sur les réseaux sociaux et d'aller voir un petit peu, qui parle. Est-ce que ce sont vraiment des experts en nutrition, diplômés, de diététique, ou pas? Et si c'est pas le cas, je conseille de passer son chemin. Ouais, ça marche. Et ben, écoute, je te remercie infiniment pour, Merci à toi, Lorraine. tous ces éléments. On remettra les petits liens justement de la fabrique à menu, de manger bouger, pour, s'alimenter sans se ruiner et je pense que ça aidera, pas mal de personnes, donc merci beaucoup à toi. Avec plaisir. Merci, Lorraine. Merci beaucoup à vous d'avoir écouté cet épisode. Vous ne faites pas encore partie de la communauté Mapato ? Rien de plus simple pour la rejoindre. Rendez-vous sur mapato.com, mapatho.com, ou bien téléchargez notre application gratuitement sur Apple Store et Play Store. C'est pratique, rapide, gratuit, alors foncez. Pour soutenir le podcast Chronique, laissez 5 étoiles sur Apple Podcast et un joli commentaire sur votre plateforme de podcast préférée. Un grand merci à vous et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.